Jadis, le royaume d'Hyrule était une terre de goût et de sérénité, une culture d'une telle profondeur et d'un tel esprit que la souffrance se dissipa, mais le fléau se cachait sous la surface, renforçant sa puissance. Pour se préparer à son retour, les habitants d'Hyrule s'associèrent pour aider la cause. Leurs efforts ont porté leurs fruits dans une force mécanique automatisée. 4 mastodontes géants pour lesquels le pouvoir n'a jamais cessé. Chacun de ces mastodontes est appelé créature divine, avec eux des machines au libre arbitre appelées gardiens qui traquaient leur proie. Pour guider les créatures divines au combat, il fallait des guerriers. Ainsi, 4 prodiges se sont engagés à ce rôle et celui de voir le fléau vaincu. Créatures divines, gardiens et prodiges, ce plan d'assaut était hermétique et quand le fléau, Ganon, a levé la tête, Hyrule s'est aussitôt levé contre lui. L'optimisme d'un royaume prévoyant attisait la rage du fléau, Ganon, le faisait bouillonner, mais il n'était pas encore son heure. Les gardiens ont maintenu le héros hors du danger, les créatures divines ont libéré leurs faux destructeurs pour affaiblir le pouvoir du fléau Ganon. Le héros élu brandissait alors l'épée de légende pour asséner l'ultime coup au fléau Ganon, et la princesse d'Hyrule exprima son pouvoir sacré, son droit d'aînesse, pour sceller finalement le fléau Ganon. Il y a 10 000 ans, et en partie grâce à la contribution pour leur prouesse technologique des Sheikah, le royaume d'Hyrule avait atteint un haut niveau de civilisation. Ce clan a servi la famille royale en travaillant dans l'ombre de la société depuis les temps immémoriaux, et leur participation était primordiale. Même si leur technologie fut essentielle afin de soutenir le héros et la princesse d'Hyrule dans leur lutte face au fléau Ganon, et ainsi inaugurer l'ère de prospérité, le roi d'Hyrule se mit à émettre des craintes à leur égard. Il devenu progressivement possédé par des pensées de trahison imaginaire des Sheikah. Le roi de l'époque émit alors l'ordre d'abolir la technologie et la connaissance et a commencé à opprimer le clan Sheikah. La recherche a été prohibée et les données ont été détruites. Les meilleurs chercheurs ont été bannis du royaume et surveillés. Tout Sheikah qui a osé s'opposer à cet ordre a été sanctionné sévèrement, comprenant la détention. Cette oppression a conduit à des dramatiques changements au sein de la tribu des Sheikah et finalement à sa rupture en 2 factions principales. Le groupe modéré fit le choix de vivre paisiblement en acceptant les restrictions leur étant imposées par respect pour leurs liens de longue date avec la famille royale. Ils ont bâti un village caché aujourd'hui connu sous le nom de village de Cocorico et y ont vécu dans le secret. Ceux qui ont violemment rejeté le décret du roi ont formé un groupe militant spécialisé dans l'assassinat, le sombre dessein originel du clan Sheikah. Avec le temps, ils ont fini par se rapprocher du fléau Ganon. Les Yigas se sont retirés hors de portée du royaume d'Hyrule dans les hauteurs Gerudo et formèrent plus tard le clan Yiga. Leur objectif était d'éliminer les ennemis du fléau, Ganon, en particulier la princesse d'Hyrule et le héros élu. Bien qu'aujourd'hui ils se fassent appeler les Yigas, il semble que ce nom ne soit vieux que d'un siècle environ, époque de l'ère du fléau. De plus, les membres du clan Yiga semblent davantage prêter allégeance à leur maître qu'au fléau Ganon lui-même, mais partagent l'objectif commun d'éliminer le héros élu et la porteuse du sang sacré. Pour optimiser leurs chances de retrouver le héros élu et la princesse d'Hyrule, ils se sont répandus dans tout Hyrule, déguisés en voyageurs et se déplaçant dans l'ombre, ils utiliseront des techniques spécialisées sur le héros élu s'ils le rencontraient un jour. Mais insatisfaits de ce seul objectif, ils se seraient également introduits dans la cité Gerudo et auraient dérobé un héritage important pour les Gerudo. Au sein de la tribu Sheikah d'antan, plus d'une centaine de moines servaient la déesse Hylia. Après avoir participé à la manœuvre contre le fléau Ganon, ils se sont proposés pour assurer la sécurité de l'avenir d'Hyrule. Dans ce but, les moines ont bâti des sanctuaires, terrains d'entraînement pratiques, dans lesquels, pratiquant l'austérité jusqu'à la mort et la momification, ils attendent de pouvoir mettre à l'épreuve le héros élu.
une fois que l'imminence de la résurrection du fléau sera à nouveau proclamée. Une fois leur mission accomplie, ils attribueront aux héros élus un emblème du triomphe, se transformant en poussière et disparaîtront paisiblement. Au sein de la tribu Sheikah d'antan, plus d'une centaine de moines servaient la déesse Ilia. Après avoir participé à la manœuvre contre le fléau Ganon, ils se sont proposés pour assurer la sécurité de l'avenir d'Hyrule. Dans ce but, les moines ont bâti des sanctuaires, terrains d'entraînement pratiques, dans lesquels, pratiquant l'austérité jusqu'à la mort et la momification, ils attendent de pouvoir mettre à l'épreuve le héros élu, une fois que l'imminence de la résurrection du fléau sera à nouveau proclamée. Une fois leur mission accomplie, ils attribueront aux héros élus un emblème du triomphe, se transformant en poussière et disparaîtront paisiblement. 10 000 années sont passées après la dernière manifestation du fléau Ganon. Le souvenir de la bataille est devenu une légende, et le fléau Ganon est devenu un croque-mitaine de contes de fées. Seules quelques œuvres retransmises par les poètes de la cour ont demeuré pour narrer l'histoire. Bien que le royaume d'Hyrule ne possédait plus la technologie du passé et ne puisse plus être considéré comme une civilisation avancée, il a prospéré en tant que plaque tournante qui reliait toutes les terres d'Hyrule. Les jeunes des villages de tout Hyrule aspiraient à venir un jour au château d'Hyrule, accomplir de grandes choses et rentrer en héros. Un jour, une princesse est née du roi Roham et de la reine. Elle fut nommée Zelda, en vertu de la tradition. Les habitants d'Hyrule célébrèrent sa naissance et espérèrent une prospérité encore plus grande, bien que cet espoir se révéla fugace. Peu de temps après la naissance de la princesse Zelda, une liseuse de bonne aventure a prédit qu'un désastre frapperait Hyrule, en disant, je cite, « La terre porte les signes révélateurs de la résurrection du fléau, mais cache également en son sein le moyen de le juguler. » En réponse à la prophétie, le roi ordonna les fouilles des sols. Peu de temps après, les gardiens et les quatre créatures légendaires furent découvertes. La prophétie a accentué la pression subie par la princesse Zelda. Les princesses de la famille royale possédaient chacune le pouvoir sacré du sceau, et le sien serait nécessaire dans la bataille à venir. La reine elle-même possédait ce pouvoir sacré et devait enseigner à Zelda son éveil et son utilisation. Malheureusement, alors que Zelda n'avait que 6 ans, la reine perdit la vie subitement. Les reliques Sheikah, le pouvoir sacré de la princesse, les créatures divines pilotées par des prodiges et le héros élu brandissant l'épée de la légende étaient les seuls remparts d'Hyrule face au fléau. À la recherche de ces derniers, Hyrule entra dans une période de profond malaise, attendant le retour prophétisé du fléau. Avec l'imminence du réveil du fléau Ganon qui se profile, la responsabilité de la princesse Zelda pesait lourd sur ses épaules. On disait que les femmes nées dans la famille royale étaient des princesses sacrées, porteuses du sang de la déesse Hylia et du pouvoir qui l'accompagne. Nombreuses sont les princesses qui étaient naturellement douées pour éveiller et exploiter ce pouvoir. Avant de décéder, la mère de la princesse Zelda aurait senti un pouvoir débordant en elle. On s'attendait à voir la princesse éveiller son pouvoir, mais sa mère n'eut le temps de lui transmettre le moindre enseignement sur ce pouvoir. L'année suivante, à l'âge de 7 ans, la princesse a été motivée à débuter son entraînement pour éveiller le pouvoir sommeillant en elle. Mais malgré ses durs labeurs, jamais il ne s'est manifesté. En parallèle, la princesse Zelda est devenue un membre à part entière de l'équipe de recherche sur les reliques avec Impa, la responsable de la recherche antique, Proua et Pharas. Elle travaillait sans relâche pour percer les secrets des reliques. Elle a travaillé sans relâche pour percer les secrets des reliques, visiter les terres où les prodiges entraînaient en personne leur pilotage des créatures divines, à la fois pour s'entraîner et faire des ajustements aux créatures divines. La princesse Zelda a également durement travaillé sur une multitude de projets différents pour s'assurer qu'ils seraient préparés dans les temps pour le jour du fléau. Elle a cherché toutes les mesures, les contre-mesures imaginables pour sauver Hyrule en prenant les reliques en plus de son entraînement strict. Le roi Roham, son père, n'a pas vu la valeur de ses recherches et a interdit son implication avec les reliques, lui ordonnant plutôt d'augmenter son entraînement. Finalement, le fléau Ganon a surpris le royaume par sa manœuvre.
et s'était éveillé avant que la princesse Zelda n'ait éveillé son pouvoir sacré. Mais peu après, un événement éveilla soudainement son pouvoir. Tout le doute que la princesse Zelda ressentait quant à son incapacité à éveiller son pouvoir était intensifié par sa proximité avec Link, qui semblait être si naturellement doué. Le silence de Link semblait également exacerber les insécurités de Zelda. Cependant, une fois qu'elle a vu Link pour qui il était vraiment, son opinion a changé. Dans un moment de croissance personnelle, Zelda s'est rendu compte que tout le monde, même Link, a des difficultés que le monde ne voit pas. Le roi Roam était également troublé par un profond conflit personnel. Comme sa fille était incapable d'éveiller son pouvoir du sceau, il sentit qu'il était de son devoir, en tant que roi, d'être strict envers elle. Les gens comptaient sur elle, mais perdaient la foi, l'appelant l'héritière du trône de l'échec. Cependant, si la prophétie de Ganon ne planait pas au-dessus de leur tête, il lui aurait dit de prendre son temps avec son entraînement. Le journal du roi, trouvé dans le château d'Hyrule, révèle un père qui se soucie profondément de sa fille. La dernière entrée dans le journal a été faite peu de temps après que Zelda se soit dirigée vers la source de la sagesse. Le roi Roham savait que c'était probablement la dernière chance de Zelda d'éveiller son pouvoir avant que la prophétie ne soit accomplie, et a décidé que si cela échouait également, il lui parlerait gentiment la prochaine fois qu'il se rencontrerait et l'encouragerait à rechercher ses reliques bien aimées. Malheureusement, les deux ne se sont jamais revus. Le fléau Ganon a émergé soudainement des profondeurs du château d'Hyrule. Même si son retour a été prophétisé, il était difficile à accepter après 10 000 ans de paix. Il est possible que dans le passé antique, le fléau Ganon ait été un Gerudo ou l'une des autres races hyruléennes. Mais maintenant, il ne pouvait être décrit comme la haine et la méchanceté incarnée, défiant toute compréhension. La seule chose qui était claire était que cela signifiait anéantir Hyrule. Ayant déjà subi une défaite aux mains des gardiens mécaniques, il en a pris le contrôle avant qu'ils ne puissent être mis à contribution et les a utilisés comme une armée. Il possédait également les 4 créatures divines et avec le pouvoir du sceau de la princesse Zelda toujours en sommeil, même Link, bien qu'il se soit battu vaillamment, tomba devant le grand nombre d'ennemis auxquels ils étaient confrontés. Les victimes étaient innombrables. Le château d'Hyrule a brûlé et le roi d'Hyrule a péri, laissant Hyrule sans structure de pouvoir fonctionnelle. Bien que les soldats aient perdu leur chef, ils se sont battus jusqu'au dernier. Le royaume d'Hyrule a été détruit. Avec les créatures divines corrompues et les esprits des prodiges piégés à l'intérieur, Link a attrapé la main de Zelda et s'est retiré avec elle à travers les forêts. Juste à l'extérieur du fort des limites, la force légendaire de Link a finalement cédé et il s'est effondré. La princesse Zelda le supplia de courir et de se sauver, mais il refusa. Se levant pour faire face à son destin, voyant son état, la princesse Zelda se plaça entre Link et les gardiens, le protégeant de son corps et tendant la main comme si elle voulait que les gardiens cessent leur avancée. À ce moment-là, la marque de la Triforce est apparue sur le dos de sa main, et la princesse fut brasée d'une puissante lumière. Le pouvoir du sceau de la princesse Zelda s'était éveillé. La lumière a chassé les ténèbres du fléau Ganon des gardiens, et un par un, ils ont cessé de fonctionner. Bien que Zelda ait pris en charge la menace immédiate, Link était sur le point de mourir. C'est alors que la princesse Zelda a entendu une voix venant de l'intérieur de l'épée de légende. Il peut encore être sauvé. Faisant confiance à la voix, la princesse Zelda a demandé au Sheikah d'emmener Link au sanctuaire de la résurrection. Afin de restaurer son cœur meurtri, le héros a été placé dans un long et profond sommeil. La princesse Zelda a emmené l'épée de légende que Link avait utilisée pour repousser de nombreux gardiens sur son piédestal dans la forêt. La lame légendaire avait été endommagée au cours des combats et il lui a également fallu du temps pour récupérer. La princesse Zelda croyait que Link reviendrait la récupérer à l'avenir et a confié l'épée à la protection de l'esprit de la forêt, le vénérable arbre Mojo. Puis seule, elle se dirigea vers le château d'Hyrule pour affronter Ganon. Avec son pouvoir éveillé, elle a pu annuler son pouvoir, celui de Ganon. Le royaume d'Hyrule avait été détruit, certes, mais la princesse Zelda réussit à arrêter l'invasion. Une voix désincarnée appelle Link, lui faisant signe d'ouvrir les yeux.
Réel ou imaginaire, il semble qu'il soit temps pour le héros de s'éveiller. Un piédestal abritant un objet incandescent attire son attention. Link récupère l'objet mystérieux bien qu'il ne l'ait jamais vu auparavant. Il semble familier. La voix dit à Link que l'objet est une tablette Sheikah et qu'elle le guidera après son long sommeil. Tablette Sheikah à la main, Link se dirige vers la sortie de cette installation sombre ressemblant à une grotte. La lumière naturelle qui y pénètre est aveuglante et Link doit plisser les yeux en sortant. L'étendue verdoyante d'Hyrule s'étend devant lui. Bien que ses yeux soient toujours en train de s'adapter, Link peut voir un château grandiose mais inquiétant au loin. L'air frais et humide l'enlace tandis qu'il le respire comme pour la première fois. La voix revient parlant d'une créature et lui dit de se dépêcher. Bien que le sens ne soit pas tout à fait clair, il semble que le destin lui réserve quelque chose de grandiose. C'est ainsi que commence le nouveau périple du héros élu d'Hyrule, le prodige Link. C'est ainsi également que commence l'histoire de sa véritable bataille contre le fléau Ganon. Comme l'a prédit la chanson laissée par le poète de la cour, il devra surmonter de nombreuses épreuves et restaurer la lumière sur la terre. Gravement blessé au cours d'une bataille il y a longtemps, Link a passé les 100 dernières années dans un profond sommeil au sanctuaire de la résurrection. Bien que ses blessures aient guéri, ses souvenirs ont été perdus et il explore Hyrule comme s'il le voyait pour la première fois. Finalement, le mensonge fera son chemin jusqu'à la voix qui attend dans le château d'Hyrule. À la princesse Zelda. La tablette Sheikah contient des images. Ce sont des images que la princesse Zelda a prises lors de ses voyages il y a 100 ans. Certains de ces emplacements ressemblent aujourd'hui toujours à la même chose, à ce qu'ils étaient avant, et d'autres ont radicalement changé en raison du fléau. La visite de ces lieux déclenche des souvenirs de Link, de son ancienne vie et de la princesse Zelda. Qui il est, ce qu'il a vu et ressenti, et comment il est devenu dans le présent, n'est peut-être pas directement lié à sa mission de vaincre le fléau, mais retrouver ces souvenirs fournit un aperçu inestimable et une lueur d'espoir pour Link et la princesse Zelda du futur.